Misérable, chapitre 3, qui s'intitule 4 à 4. Ce qu'était une partie de campagne d'étudiants et de grisettes, il y a 45 ans, ou se le représente malaisément aujourd'hui. Paris n'a plus les mêmes environs. La figure de ce qu'on pouvait appeler la vie circum-parisienne a complètement changé depuis un demi-siècle. Où il y avait le coucou, il y a le wagon. Où il y avait la patache, il y a le bateau à vapeur. On dit aujourd'hui Fécamp. Comme on disait Saint-Cloud, le Paris de 1862 est une ville qui a la France pour banlieue. Les 4 couples accomplirent consciencieusement toutes les folies champêtres possibles alors. On entrait dans les vacances et c'était une chaude et claire journée d'été. La veille, Favourite, la seule qui sut écrire, avait écrit ceci à Tholomyès, au nom des 4. C'est une bonne heure de sortir, de bonne heure. C'est pourquoi ils se levèrent à 5 heures du matin, puis ils allèrent à Saint-Cloud pour le coche, regardèrent la cascade à sec et s'écrièrent « Cela doit être bien beau quand il y a de l'eau ». Déjeunèrent à la Tête Noire, où Castaing n'avait pas encore passé. Se payèrent une partie de bague au Quinconce du Grand Bassin, montèrent à la lanterne de Diogène, jouèrent des macarons à la roulette du pont de Sèvres, cueillèrent des bouquets à Puteaux, achetèrent des mirlitons à Neuilly, mangèrent partout des chaussons de pommes, furent parfaitement heureux. Les jeunes filles bruissaient et bavardaient comme des fauvettes échappées. C'était un délire. Elles donnaient par moments de petites tapes aux jeunes gens. Ivresse matinale de la vie, adorable année, l'aile des libellules frissonne. Oh, qui que vous soyez, vous souvenez-vous, avez-vous marché dans les broussailles en écartant les branches à cause de la tête charmante qui vient derrière vous? Avez-vous glissé en riant sur quelque talus mouillé par la pluie avec une femme aimée qui vous retient par la main et qui s'écrie « Ah !» Mes brodequins tout neufs, dans quel état ils sont? Disons tout de suite que cette joyeuse contrariété, une ondée, manqua à cette compagnie de belle humeur. Quoique, Favourite eût dit en partant, avec un accent magistral et maternel, « Les limaces se promènent dans les sentiers, signe de pluie, mes enfants. » Toutes 4 étaient follement jolies. Un bon vieux poète classique, alors en renom, un bonhomme qui avait une Éléonore, Monsieur le chevalier de Labouise, errant ce jour-là sous les marronniers de Saint-Cloud, les vit passer vers 10 heures du matin. Il s'écria « Il y en a une de trop !» songea aux grandes grâces. Favourite, l'amie de Blachevelle, celle de 23 ans, la vieille, courait en avant sous les grandes branches vertes, sautait les fossés, enjambait éperdument les buissons et présidait cette gaieté avec une verve de jeune faunesse. Séphine et Dahlia, que le hasard avait fait belles de façon qu'elles se faisaient falloir en se rapprochant et se complétaient, ne se quittaient point, par instinct de coquetterie, plus encore que par amitié, et, appuyées l'une à l'autre, prenaient des poses anglaises. Les premières, Kepsec, venait de paraître. La mélodie pointait pour les femmes, comme, plus tard, le byronisme pour les hommes, et les cheveux du sexe tendre commençaient à s'explorer. Séphine et Dahlia étaient coiffées en rouleau. Listolier et Fameuil, engagés dans une discussion sur leur professeur, expliquaient à Fantine la différence qu'il y avait entre Monsieur Delvincourt et Monsieur Blondeau. Blachevelle semblait avoir été créé expressément pour porter sur son bras le dimanche le châle ternaux, boiteux de Favourite. Tholomyès suivait. Dominant le groupe, il était très gai, mais on sentait en lui le gouvernement. Il y avait de la dictature dans sa jovialité. Son ornement principal était un pantalon jambes d'éléphant en naquin. Avec sous-pieds de tresse de cuir, il avait un puissant rotin de 200 francs à la main, et comme il se permettait tout, une chose étrange appelée cigare à la bouche. Rien n'étant sacré pour lui, il fumait. Ce Tholomyès est étonnant, disaient les autres avec vénération. Quel pantalon, quelle énergie! Quant à Fantine, c'était la joie. Ses dents splendides avaient évidemment reçu de Dieu une fonction, le rire. Elle portait à sa main, plus volontiers que sur sa tête, son petit chapeau de paille cousue. Aux longues brides blanches, ses épais cheveux blonds, enclins à flotter et facilement dénoués, et qu'il fallait rattacher sans cesse, semblaient faits pour la fuite de Galatée sous les saules. Ses lèvres roses babillaient avec enchantement. Les coins de sa bouche, voluptueusement relevés, comme au mascaron antique d'Érigone, avaient l'air d'encourager les audaces. Mais ses longs cils pleins d'ombre s'apaisait discrètement sur ce brouhaha de bas du visage, comme pour mettre le holà. Toute sa toilette avait on ne sait quoi de chantant et de flambant. Elle avait une robe de bergère mauve, de petits souliers, cothurnes, modérés
dont les rubans traçaient des X sur son fin bas blanc à jour, et cette espèce de Spencer en mousseline, invention marseillaise, dont le nom, Canesou, corruption du mot 15 août, prononcé à la Canebière, signifiait beau temps, chaleur et midi. Les trois autres, moins timides, nous l'avons dit, étaient décolletés tout net, ce qui l'était, sous des chapeaux couverts de fleurs, à beaucoup de grâce et d'agacerie. Mais à côté de ces ajustements hardis, le Canesou, de la blonde Fantine avec ses transparences, ses indiscrétions et ses réticences, cachant et montrant à la fois, semblait une trouvaille provocante de la décence. Et la fameuse cour d'amour, présidée par la vicomtesse de cette aux yeux verts de mer, eût peut-être donné le prix de la coquetterie à ce Canesou qui concourait pour la chasteté. Les plus naïfs et quelquefois le plus savant, cela arrive. Éclatant de face, délicate de profil, les yeux d'un bleu profond, les paupières grasses, les pieds cambrés et petits, les poignets et les chevilles admirablement emboîtés, la peau blanche laissant voir çà et là les arborescences azurées des veines, la joue puérile et franche, le cou robuste des Junons et génétiques, la nuque forte et souple, les épaules modelées comme par Coustou, ayant au centre une voluptueuse fossette visible à travers la mousseline, une gaieté glacée de rêverie, sculpturale et esquisse. Telle était Fantine, et l'on devinait sous ses chiffons une statue, et dans cette statue une âme. Fantine était belle, sans trop le savoir, les rares songeurs prêtres mystérieux du beau, qui confrontent silencieusement toute chose à la perfection, eussent entrevu en cette petite ouvrière, à travers la transparence de la grâce parisienne, l'antique euphonie sacrée. Cette fille de l'ombre avait de la race. Elle était belle sous les deux espèces, qui sont le style et le rythme. Le style est la forme de l'idéal, le rythme en est le mouvement. Nous avons dit que Fantine était la joie, Fantine était aussi la pudeur. Pour un observateur qui l'étudiait attentivement, ce qui se dégageait d'elle, à travers toute cette ivresse de l'âge, de la saison et de l'amourette, c'était une invisible expression de retenue et de modestie. Elle restait un peu étonnée. Ce chaste étonnement-là et la nuance qui sépare Psyché de Vénus, Fantine avait les longs doigts blancs et fins de la Vestale qui remue les cendres du feu sacré avec une épingle d'or. Quoique n'eût rien refusé, on ne la verra que trop. À Tholomyès, son visage au repos était souverainement virginal. Une sorte de dignité sérieuse et presque austère l'envahissait soudainement à de certaines heures, et rien n'était singulier et troublant, comme de voir la gaieté s'y éteindre si vite et le recueillement y succéder sans transition à l'épanouissement. Cette gravité subite, parfois sévère, accentuée, ressemblait au dédain d'une déesse. Son front, son nez, son menton offraient cet équilibre de lignes, très distinct de l'équilibre de proportions, et d'où résulte l'harmonie du visage, dans l'intervalle si caractéristique qui sépare la base du nez de la lèvre supérieure. Elle avait ce pli imperceptible et charmant, signe mystérieux de la chasteté, qui rendit Barberousse amoureux d'une Diane trouvée dans les fouilles d'Icône. L'amour est une faute, soit, Fantine et l'innocence, surnageant sur la faute. Fin du chapitre 3.